dans le cadre du trilinguisme qui existe de fait ou de droit. Hein. En Algérie, il y a deux langues officielles nationales, l'arabe et le tamazigh. Et il y a une langue de travail, le français, qui n'est pas constitutionnalisée, mais qui est usitée, notamment dans les domaines scientifiques. Peut-être, je vais commencer, si vous permettez. Je pense que cette problématique de la traduction ne concerne pas que les langues mortes, même les langues vivantes, surtout quand on parle d'un texte littéraire. Peut-on traduire un texte littéraire sans trahir l'esthétique et la poétique du texte, même si parfois les auteurs participent dans cette traduction? Je prends peut-être l'exemple de Boudjedra. Il écrit parfois en arabe classique, et il participe dans la traduction vers le français. Mais malgré cela, je pense qu'il y a toujours un risque de perte de l'esthétique et la poétique originelle, je dirais, de l'œuvre, mais aussi la problématique de la culture. Peut-on traduire une culture quand on passe d'une langue à une autre? C'est le défi peut-être des écrivains algériens, surtout francophones. Ils ont le défi d'utiliser la langue, surtout la langue française, d'utiliser cette langue française tout en ramenant à travers ces mots français la culture berbère, arabe, etc. Voilà. C'est une question sur laquelle je travaille actuellement et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'autotraduction, les auteurs qui s'autotraduisent. Pour répondre à la question, je peux reprendre un exemple de Nabokov. Bon, je sais que je ne suis pas un thème algérien, mais je connais mal votre histoire, donc je ne me permets pas de rentrer là-dedans. Et votre littérature, je l'avoue. Mais Nabokov, il a suivi toutes les traductions de ces textes. Il demandait une traduction à la lettre, stricte, qui est très compliquée, qui est presque impossible, et puis il reprenait la traduction, il s'assumait toutes les responsabilités de la traduction, et évidemment, à la place de reprendre la culture, parce qu'il traduisait souvent du russe vers l'anglais, à la place de reprendre la culture russe et la transposer en anglais, il anglicisait un peu les références à la culture russe pour que les anglophones, les publics américains souvent comprennent. Mais c'est intéressant parce que Nabokov était aussi traducteur, il a traduit énormément, et ce qu'il fait par rapport à ses propres traductions, il traduit à ses traductions d'autres auteurs, disons, je ne sais pas si vous savez, il traduit Eugène Onegin de Pushkin. Et cette traduction, ça fait 4 volumes, 1200 pages, dont 265 pages sont la traduction, tandis que le reste, ce sont des notes. Et dans cette traduction, il dit la fidélité absolue, mot qu'aujourd'hui on n'utiliserait plus en traduction, qui est un mot impossible. Et pour être absolument fidèle à Pushkin, il écrit une traduction qui est illisible, qui sera énormément critiquée, et avec une pléthore de notes, à 1000 pages de notes, pour essayer de transmettre cette culture, parce que c'est quand même un homme russe qui s'est déraciné, qui est parti aux États-Unis, qui a accueilli, qui a été accueilli la langue du pays d'accueil. Bon, il les parlait depuis l'enfance, il faut le dire, mais qui veut transmettre cette culture dans la traduction et qui n'y arrive pas, finalement. C'est un échec. Et je pense que c'est ça la question. En effet, Translation, ça aussi il y a aussi une question politique importante. C'est pourquoi, finalement, il ne s'agit pas vraiment de traduction, il s'agit de transmettre dans la même langue. Il y a toujours l'anglais. Il s'agit aussi de traduction. Mais on sait très bien que la traduction ne pourra jamais être la même chose. Eco disait dire presque la même chose. Et je ne suis même pas sûre de ce presque. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci.
Bonjour, monsieur, madame. Je vais commencer par votre dernière phrase que j'ai aimée. Est-ce qu'il y a des cultures non hybrides? Effectivement, on pourrait aussi poser la question, est-ce qu'il y a des langues non hybrides aussi, je dirais? Est-ce qu'il y a une culture qui se tient par elle-même? Est-ce qu'il y a une langue qui se tient par elle-même? Je ne pense pas. Quand vous parlez, bon, vous dites, parlons de notre cas, je dis toujours à mes étudiants, vous êtes peut-être les plus privilégiés étudiants du monde. Je pense que peut-être on est les seuls où nos élèves, nos étudiants arrivent à l'université avec un minimum de 3 langues. Si ce n'est 4 dans notre cas de la Kabylie, d'autres régions d'Algérie. On a donc le kabyle, donc la langue maternelle, l'arabe qu'on apprend à l'école, le français qu'on apprend à l'école et l'anglais qu'on apprend aussi à l'école. On arrive à l'université avec 4 langues. N'est-ce pas un privilège? Bien sûr, c'en est un. Et de ce fait, maintenant, ce qu'on vit maintenant chez nous, c'est cette culture donc hybride. Bien sûr, il y a toujours le problème de la culture dominante, dominée. Bon, on ne va pas aller dans les détails de la colonisation, etc. Mais comment réagir? What behavior to have? Bon, excusez-moi, je suis plus anglophone que... Mais comment réagir à cette situation, puisque ce qu'on voit maintenant, par exemple sur les réseaux sociaux, je vois que le débat que certains se donnent à propos de cela va plus vers l'insulte que l'enrichissement et le dialogue, quoi. Je me dis personnellement que les cultures hybrides ou tout cet enrichissement qu'on a doit être un enrichissement et pas un élément de discorde ou de séparation. Quand on se met là maintenant, c'est surtout donc les régions berbérophones, voilà, qui se soulèvent, qui se disent bon, on a été, disons, maté, notre culture a été sapée, etc., etc. C'est un truc qu'on vit réellement. Je vous parle par exemple de ma personnelle expérience. J'étais, je dis, une des premières victimes entre guillemets de l'arabisation. L'année où j'ai commencé l'école, on avait introduit l'arabe à l'école, une langue que je n'avais jamais entendue. Je me retrouve dans une classe, on était une quarantaine de fillettes de 6 ans, face à un homme. D'abord, la première déception, c'était un homme âgé. On s'attendait à avoir une belle maîtresse. On se retrouve avec, voilà. Et il était chauve. Je me rappelle aussi de ma petite mémoire d'une gamine de 6 ans, j'ai cette image d'un homme chauve et qui parlait quelque chose que je ne comprenais pas. Bon, ça c'est fait. On a étudié, bon, on est là. Mais le choc était là. Et ça a causé quelque chose dans notre petite tête qui a fait un certain blocage. Bon, maintenant, nos jeunes, c'est différent. Il y a la télévision. Ils voient l'arabe avant d'aller à l'école. Plutôt, ils entendent avant d'aller à l'école. Il y a la communication. Il y a les gens se déplacent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, c'est un petit peu minime. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette réaction, je ne sais pas comment appeler ça, disons tout simplement négative. Personnellement, j'ai eu le plaisir de vivre dans plusieurs régions d'Algérie, autant kabylophone que dans la région chewi, que dans la région arabophone. Et j'ai pu côtoyer des gens, donc je maîtrise pratiquement tous les parler. Je ne dis pas dialecte, j'aime pas ce mot, toutes les façons de parler d'Algérie. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau, de très enrichissant. Mais là, quand je vois certains gens, d'ailleurs malheureusement, bon, quand je dis ça se limite à des gens qui n'ont pas de culture, ça va. Mais quand ça vient d'un milieu universitaire, des gens qui prennent, enfin, qui ont des propos tels que tel est arabe, l'arabe n'a pas de lieu d'être en Algérie, il va en Arabie, bon, je sais pas quoi, dans les milieux arabophones, c'est quoi, c'est kabyles, ils sont racistes, ils ne nous acceptent pas, etc., etc. Je ne sais pas comment expliquer cette situation, mais je ne comprends pas que dans cette époque de mondialisation, où tout le monde pratiquement parle le même langage, où tout le monde mange au fast-food, où tout le monde porte des jeans, on arrive à voir ces idées contradictoires. Voilà. Voilà. Je partage votre opinion à 100%. Je trouve que, justement, je me dis,
Mais est-ce que j'ai le droit, moi, qui suis complètement monolingue, parce que moi, j'ai grandi en italien. J'ai appris les langues après, en enviant presque des gens comme vous, qui parlaient de la naissance presque, ou de l'enfance, plusieurs langues. Et les discours de l'Irlande, c'est un peu différent parce que l'irlandais a disparu, donc la Ligue essaye de faire revivre, et pourquoi pas, mais de faire revivre une langue qui n'est plus une langue connue par les gens des villes. Pourquoi pas, sauf que ça ne marche pas. Ce que je veux un peu montrer, c'est ça, ils n'arrivent pas. Ici, je crois que la culture est beaucoup plus forte et enracinée, et donc il y a cette possibilité il me semble que vous avez dit un monument, et je suis tout à fait d'accord. Donc, moi, je regrette énormément de ne pas avoir pu parler depuis mon enfance toutes les langues comme vous. Et je suis tout à fait... je pense que cette diversité, il faut la garder. Moi, j'étais assez frappée parce que j'étais en colloque à Lisbonne, au Portugal, et tout le monde parlait anglais parfaitement, écrivait en anglais parfaitement. Et les chercheurs, ils étaient petit à petit en train, au moins à l'écrit, d'abandonner leur langue. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Surtout que l'anglais n'est jamais... c'est un peu comme le dit Joyce. Cet anglais-là qu'on apprend, que nous apprenons, que nous parlons, ce n'est pas exactement l'anglais parlé par les anglophones de naissance, je ne sais pas comment dire, de souche. Mais il y a une idée des langues qui est... C'est un sujet très complexe, je trouve, parce qu'il y a cette idée d'une langue standard, d'une langue qu'il faut parler, d'une langue correcte, et ceux qui ne parlent pas cette langue, ce n'est pas une langue correcte. Mais justement, pourquoi on ne pourrait pas parler une langue mélangée, comme vous faites ici, et qui est une langue qui devient une langue personnelle, une langue qui peut être d'un pays, d'une communauté, ça n'a pas d'importance, mais la langue est toujours une évolution et un enrichissement, et elle s'enrichit des autres langues. Elle doit être étanche, elle ne doit pas être empêcher qu'il y ait ces mélanges. Mais ça, c'est mon idée, qui n'est pas une idée partagée par tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu. Puisqu'il n'y a pas de questions, je pose une question à mon ami. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que d'expérience, je parle dans le domaine du droit dans lequel j'évolue, j'ai constaté qu'en dehors de l'anglais, il n'y a aucun pan vers l'universalité. C'est-à-dire, tu as beau faire la recherche en arabe, en français, personne ne vous lit. Non, en français encore. D'expérience, hein. Je suis sur plusieurs chantiers du CNRS France. On fait de la recherche en français, j'enseigne en arabe. On fait de la recherche en arabe, personne n'a accès à nos recherches. Dès lors qu'on a traduit au CNRS, par exemple, récemment, on a traduit un projet de recherche, on l'a publié en anglais, le monde entier s'est ouvert à nous. La Banque mondiale qui nous sollicite, les universités qui nous sollicitent, parce que ça a été traduit en anglais. Donc on a l'impression qu'en dehors de l'anglais, rien n'existe. Alors ça développe la question suivante, ça me permet de me poser la question suivante. Est-ce que des pays comme le nôtre, qui courent plusieurs lièvres à la fois, et des lièvres, j'allais dire, secondaires, qui ne comprennent pas l'anglais, est-ce que ces pays qui courent plusieurs lièvres, donc plusieurs langues à la fois, ne risquent pas fatalement d'aller vers ce qu'on appelle la moyenne, vers l'approximation scientifique, pour ne pas dire la médiocrité scientifique, ou plutôt l'absence de science carrément. Voilà le problème qui se pose à des pays qui n'ont pas accès à l'anglais, il faut le dire honnêtement, aujourd'hui.
c'est un gros débat, c'est un gros problème aujourd'hui. Et en effet, dans tous les domaines, scientifiques, littéraires, humanistes, mais si j'avais une réponse, j'avais assisté à un colloque où ils avaient proposé de faire toujours les textes en 2 langues, avec une traduction. Justement, le rôle de la traduction, ce qu'on pourrait dire, c'est que en Europe, on dit que la langue de l'Europe est la traduction, c'est-à-dire que tout doit être... Et peut-être c'est la langue du monde qui doit être la traduction, parce qu'en effet, déjà, en n'étant pas anglophone, en ayant appris l'anglais tardivement, et ce n'est pas notre première langue, on est déjà désavantagé par rapport aux anglophones. Et c'est vrai que la culture qui se répand aujourd'hui, les textes les plus lus sont en anglais. J'ai eu la même expérience aussi avec un autre dans mon domaine, même si le français encore a un rôle. Il faut absolument traduire. Peut-être que les textes devraient être au moins en 2 langues, mais aussi les textes anglophones. Toujours. Et la traduction, là je vais faire comme je suis traductrice. C'est vraiment considéré comme une discipline mineure et c'est une discipline fondamentale à laquelle on ne donne pas assez d'importance. Les traducteurs sont mal payés et ces passages-là, je pense que c'est indispensable parce que si on arrive à une culture seulement anglophone, c'est vrai que même on écrit en arabe, on écrit en français, en italien, on est considéré moins intéressant que quelqu'un qui écrit en anglais parce que déjà, on ne connaît pas l'anglais. Il y a un peu de ça. Et on n'a pas accès à cette culture anglaise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On traduit. À ce propos, je me rappelle une statistique. Si on considère que l'anglais est la base, le centre, j'allais dire, puisqu'elle a parlé de ce qui est centrifuge et centripète, est une langue aussi bien centrifuge que centripète. Elle donne, elle reçoit. C'est l'anglais. Oui. Donc, c'est le repère. Les statistiques de l'UNESCO disent qu'un pays comme la Grèce traduit de l'anglais vers le grec. La Grèce a 10 millions d'habitants. Plus que tout le monde arabe, qui a 120 millions d'habitants réunis. Un petit pays comme la Grèce traduit de l'anglais vers le grec, plus que tous les pays membres de la Ligue arabe, de l'anglais vers l'arabe. Ça donne un peu une idée sur la pauvreté de la relation qu'il y a entre l'anglais et l'arabe par rapport à un pays comme la Grèce, par exemple. Mais après, il y a aussi le problème du refus de cette culture. C'est-à-dire, moi je pense qu'on est obligé un peu d'avoir affaire à l'anglais. Bon, moi j'adore la langue anglaise, donc j'ai un avantage, mais on est obligé de se confronter à cette réalité. Et je vois aussi en France, il y a encore aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels qui se refusent à la langue anglaise et donc ont toute une partie de la culture qui leur est interdite. Et justement aussi en France on traduit beaucoup, ce n'est pas le cas. Mais là, je pense que ça vient d'un refus et que ces refus-là, peut-être idéologiquement, peut être justifié, mais si on veut justement suivre la modernité, je ne vois pas d'autre solution que de traduire davantage. Après, je ne sais plus, je ne connais pas. Oui, dans le cas français, il y a également une statistique qui indique que tous les travaux essentiels publiés en langue anglaise sont traduits vers le français. Par des travaux essentiels, dans les 6 mois qui suivent leur publication. C'est quand même un délai assez court qui permet aux Français de s'adapter à la recherche en anglais. Après, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est pour l'essentiel.
Oui, bonjour. Pour rebondir sur la question de la traduction et revenir au sujet même de votre conférence, il y a le problème de la traduction littérale, c'est une chose, mais il y a aussi la traduction de la culture que véhicule la traduction. Et je pensais à une chose, parce que je suis en train de travailler sur des textes sumériens, tous les traducteurs aujourd'hui butent sur un problème immense. On sait traduire les textes sumériens, on sait littéralement, mais par contre on ne sait pas traduire la pensée des Sumériens de l'époque. Un mot veut dire ceci chez nous aujourd'hui, au XXe siècle, mais au 7e siècle ou au 8e siècle, 8e millénaire, pardon, parce que les textes sumériens datent de 8000 ans, hein, de la préhistoire pratiquement. On ne sait pas traduire l'esprit du mot de l'époque. Et actuellement, les traducteurs se battent entre eux, puisque chacun traduit à sa manière le mot qu'il a traduit. C'était pour rebondir sur la question de la culture et la traduction. Oui. Je reprends le cas de Nabokov qui essaye de donner l'esprit et la pensée pouchkinienne à un public, mais seulement le fait d'essayer de transmettre ce savoir qui est immense. L'œuvre de Nabokov sur Pouchkine est une référence très importante, mais c'est quelque chose que seulement des gens qui sont à fond dans les sujets liront. Qu'il y a deux... Là, je pense que là, on revient aussi au problème de l'Irlande. Il y a des choses qui ont été perdues. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces choses, sinon laisser une trace? À moins que, bon, avec des recherches, on arrive à les retrouver. Mais souvent, les progrès est aussi une perte de quelque chose, d'une tradition ancienne. Et je pense que c'est aussi la question de translations. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on reconstruit? On fait avec ce qu'on a. Après, c'est pas une solution. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres idées par rapport à ça. Comment on peut faire, à part les fouilles, les recherches, mais on ne sait jamais si c'est vraiment une véritable reconstruction ou si c'est aussi... Mais justement, ce qui est intéressant dans ce livre que je cite, Inventing Ireland, c'est que la tradition irlandaise, d'après l'auteur Kiblan, elle est réinventée sur la base des suppositions et aussi sur la base d'une langue qu'on recrée, qu'on retrouve, mais qui n'est plus la même. Et j'ai vu ça aussi dans les villages au Brésil, dans les villages indiens. Ils récupèrent une langue, ils disent, voilà, ça c'était notre langue avant qu'on soit colonisé. Mais cette langue-là, c'est une langue inventée, c'est une langue qu'on reconstruit. Ben, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et on a une trace. Mais il n'y a pas de vérité, peut-être. Merci Chiara. Je suis en bas. Voyons. Bon, alors, ça me fait réfléchir sur plein de choses. Je viens du pays où l'anglais est tout à fait accessible, les États-Unis. Donc, on a un peu tout du point de vue linguistique, mais je prolonge la réflexion de monsieur parce que, en fin de compte, notre connaissance ou nos connaissances culturelles sont vraiment... comment je dirais, arriérée, pour ne pas dire absente. Et donc, je crois qu'il y a aussi une grande question de relier cette expérience culturelle à l'expérience linguistique. Et comment le faire, ça c'est la grande question, n'est-ce pas? Je pense, Paul Ricoeur, il a beaucoup écrit sur la traduction, un tout petit livre, et il parle de ce qu'il appelle l'hospitalité langagière.
Et c'est l'idée qu'on invite quelqu'un chez vous et vous essayez de faire votre mieux. C'est pas exactement ce qu'on voudrait faire ou vous ou les autres veulent recevoir, mais c'est l'effort qui compte. Et donc je crois que si on peut arriver à trouver une terre commune où on peut soulever ces questions, et non pas simplement linguistiques, mais entrer dans l'esprit, dans l'imaginaire, si on peut le faire, mais au moins dans l'esprit d'État d'autrui. Et c'est la question que Madame a soulevée aussi, la question que nous avons accès à tout, mais je pense que c'est Marc Auger qui a parlé d'une communauté illusoire, c'est-à-dire que nous avons l'idée d'avoir accès à tout, mais en fin de compte, nous sommes encore plus enfermés dans notre petit monde linguistique ou culturel, etc. C'est très, très dangereux de tous les points de vue, et moi je le connais très bien, venant des États-Unis. Et donc, il y a ça. Et puis l'autre réponse qui vient à l'esprit, c'est l'importance des sciences humaines, de la littérature, du théâtre, en fait, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est l'importance d'imaginer l'autre. Comment imaginer l'autre? On ne peut pas le faire facilement en lisant ou en disant ce mot veut ceci, veut dire ceci ou cela, mais vraiment en entrant en contact avec les autres. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Je crois que c'est vraiment un travail à faire, et peut-être nous pouvons promouvoir l'importance de ce genre de contact pour comprendre l'autre et pour aussi les débats. Je crois que ça c'est très très important d'avoir l'occasion d'être entendu, de parler, d'être entendu, d'écouter l'autre et de se mettre à l'écoute. Enfin, il y a tout un travail sur le dialogique, mais nous avons perdu un peu le désir peut-être d'aller plus loin dans le dialogue. Enfin, voilà, bref, c'est un peu mon propos. Non, je suis d'accord. Derrida aussi reprend, il utilise aussi ce concept d'hospitalité qui est très important. Oui, mais Pardon? Les réformes aussi. La façon dont la communauté principale ou dominante fait un effort pour que ça arrive. Donc il y a peut-être aussi des réformes officielles qu'on trouve, moi je ne connais pas trop le Canada, mais je crois que c'est un pays qui fait des démarches sociopolitiques pour qu'il y ait un dialogue un peu plus avancé sur ces questions. Et dans ta communication aussi, tu as fait référence à ce désir, à cet effort pour essayer de garder un peu l'irlandais. Et j'ai vu ça aussi aux États-Unis, en Louisiane, où là, il y a une communauté francophone, mais une communauté qui se sent vraiment inférieure à la langue française. Mais maintenant, il y a un renouveau en essayant d'introduire dans les écoles les chansons et les histoires et les récits, enfin, la langue telle qu'elle est pour eux, sur place, et non pas la langue d'ailleurs, la langue française, la langue prononcée différemment, etc. Assez délicat entre l'ouverture, les concepts d'hospitalité, l'ouverture à l'autre et les récriminations nationalistes. Au Canada, le problème du français, c'est aussi lié beaucoup à ça. Donc l'ouverture est venue aussi voilà, mais en Irlande aussi, au départ, c'était vraiment un mouvement nationaliste qui réclamait l'identité irlandaise. Et il faut faire attention parce que ça ne va pas avec l'hospitalité. Ah, là, il y avait une question. Oui, une seconde. D'abord ici, c'est pas pardon. Bonjour, juste une petite question à propos
toujours par rapport à notre posture, je dis tout le monde, tout un chacun, tout locuteur en quelque sorte, face à l'anglais. C'est vrai que nous nous mettons dans une posture où, de fait accompli. Tout se fait en anglais, donc c'est tout le monde qui doit... À l'échelle des colloques internationaux, on nous dit maintenant que tout se fait aussi en anglais, mais ne faudrait-il pas interroger autrement cette posture que l'on a face à cette langue? C'est vrai que nous sommes quelque part dans un fait accompli, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir, là je parle peut-être à titre d'Algérien d'abord, en termes, pas en termes nationalistes, non, loin de là, en termes scientifiques, c'est-à-dire pour rester dans le domaine scientifique. Il faut qu'il y ait un effort et ne pas se soumettre, se plier à ces exigences que tout soit en anglais. Donc un effort, j'ose pas prononcer le mot, un effort même que j'appellerais militant. Un effort militant de travailler avec nos langues aussi. Vous avez dit que vous ne connaissez pas, madame, vous ne connaissez pas peut-être trop le terrain sur le plan linguistique, socio-linguistique. Donc je vous dis Ezul Flem. Je ne sais pas si on vous l'a dit dans notre langue. Ça signifie bienvenue à vous chez nous. Donc ça se dit Ezul Flem. Deuxième question, là, je pose donc, est-ce que chez vous, cette même posture face à l'anglais, est-ce qu'elle se présente de la même façon? Si vous connaissez un peu, si on vous a parlé en aparté de la situation de chez nous. Est-ce que vous êtes aussi naturellement dans un fait accompli? Vous acceptez les choses telles que vous avez dit que vous aimez l'anglais. Oui, on a tous un peu, c'est vrai, un penchant à cette langue, c'est vrai. Mais maintenant, je veux vous parler un peu d'un aspect, et mes amis qui connaissent un peu notre littérature algérienne, je veux parler du fils du pauvre, Mouloud Feraoun, du fils du pauvre. Quand vous parliez tout à l'heure du mot bière qui ne résonne pas de la même façon, de tous les mots qui ne résonnent pas de la même façon chez les locuteurs. Mouloud Feraoun, dans l'un de ses textes, le fils du pauvre, mes camarades qui l'ont lu, est-ce que vous vous rappelez du passage où il dit crois-tu que le cheikh acceptera un singe pareil? Donc, pour illustrer un peu, le personnage qui dit, les parents qui doivent envoyer l'enfant Fouloulou Menrad doit être envoyé à l'école. On se pose la question, est-ce que le maître d'école, l'enseignant, acceptera l'enfant pour qu'il puisse faire sa scolarité? Alors, on nous dit dans le texte, crois-tu que le cheikh acceptera un singe pareil? Le cheikh, le maître, donc c'est un emprunt en quelque sorte, un singe pareil. Vous savez, en termes de traduction justement, un singe pareil, est-ce que le texte n'est pas réfléchi? Pensez justement, là peut-être la problématique elle ne se pose pas à ce niveau, mais sur le plan scientifique, la chose est facile pour les textes scientifiques. Peut-être il nous est facile de récupérer, de faire l'effort, parce que l'objet est neutre dans les textes scientifiques, plus ou moins neutre. Mais regardez des textes pareils. Crois-tu que le cheikh acceptera un singe pareil? Le mot singe ne rime pas, madame, de la même façon en kabyle qu'en français. Ivkir. Est-ce que Cheikh Agizama avait qbel Ivkir Ammagia? Je pense que, excusez-moi, je le dis en kabyle, donc je suppose que le texte a été réfléchi en kabyle. On a eu un colloque sur Mouloud Feraoun, on aurait pu penser, on a parlé un peu de cela, mais donc vous avez raison, madame, en disant par rapport à tous ces mots qui peuvent rimer et qui peuvent avoir des sensations, provoquer des sensations diverses, mais est-ce que vous êtes confronté? Vous avez dit que vous étiez plus monolingue, mais vous connaissez l'anglais, vous connaissez... Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de problématique? C'est ça le problème, entre autres, pour moi. Quelle est la réponse que vous pourriez avoir à ce niveau? Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de problématique? Merci. J'espère m'être fait comprendre. Oui, voilà. Tout à fait. Et vous avez raison sur la question d'accepter qu'un fait accompli, il ne faut pas accepter cela comme un fait accompli. En même temps, vous m'avez fait penser les grands peintres qui d'abord apprend les bases classiques, qui apprend la peinture, la structure, ou les grands écrivains,
qui est considéré comme acquis, comme accepté, et comme bon, comme modèle, disons, et après il les rejette. Et une question que je me pose est, si on ne connaît pas, et ça c'est vrai que c'est un peu accepté comme un fait accompli, mais après c'est une question super compliquée, mais si on ne connaît pas cette langue anglaise, comment on peut se confronter avec elle? Et c'est la langue dominante. Donc ça, c'est un fait accompli, comme c'est un fait accompli qu'il y a des modèles culturels qu'on nous donne dès qu'on commence à aller à l'école, dans la famille, etc. Et que si on veut les contester, il faut les connaître. Alors après, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas que l'anglais, que le monde est grand et qu'il y a beaucoup de cultures qui ne parlent pas encore l'anglais et qu'il faudrait connaître aussi celle-là. Et qu'il faudrait tout connaître pour réussir à avoir une... Évidemment, ce n'est pas nécessaire de tout connaître. C'est aussi la question de la traduction. Pourquoi on traduit? On traduit parce qu'on ne peut pas tout connaître, parce qu'on ne peut pas connaître toutes les langues. Mais moi, je suis tout à fait partante pour une position militante. Mon amour pour l'anglais vient de mon enfance. Donc, je n'étais pas encore confrontée à cette réalité. Je ne savais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Donc, c'est sûr que maintenant, pour moi, dans un certain milieu, c'est un avantage. Parce que, voilà, mais si j'avais une réponse, ce serait déjà... C'est-à-dire, c'est un débat ouvert et complexe. Mais je suis d'accord pour une position militante. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout... Parce que et c'est aussi une chose que les Français font, mais aussi d'un point de vue peut-être un peu impérialiste, d'essayer de ne pas accepter ça. Mais il y a un prix à payer, de toute façon. C'est un choix, oui. Oui, pourquoi pas. Mais on est obligé d'accéder aux sciences. C'est ça. C'est que, voilà, c'est pourquoi je pense au peintre qui d'abord apprend la technique et après la refuse. Parce que sans cette technique-là, oui, il y a une expression individuelle, mais est-ce que... Oui, moi j'avais une question. Merci déjà pour la conférence. Étant de culture franco-irlandaise, ça m'a pas mal intéressé sur la disparition du gaélique et les moyens mis en place pour essayer de raviver cette langue. Et j'ai vu un parallèle entre le gaélique et la culture berbère, kabyle dont parlait Madame, qui a été arabisée à un moment donné. Et puis on a parlé du multilinguisme, et ici on est dans un amphithéâtre plein d'étudiants qui étudient plein de langues, ou qui en tout cas les étudient pas, mais ont grandi avec toute cette langue. Et vous avez parlé de l'auto-traduction, qui en même temps semble un petit peu un échec d'après ce que vous avez dit, mais du coup je me demande si c'est pas la solution, l'auto-traduction, puisqu'on a parlé de l'anglais comme langue dominante et de la difficulté de sortir de l'anglais comme langue de référence et tout ça. Est-ce que, ma question c'est, est-ce qu'ici vous étudiez la traduction ? Est-ce que vous traduisez, est-ce que l'auto-traduction n'est pas une solution pour traduire du kabyle vers le français ou l'inverse, ou vers l'arabe, enfin, et de faire de ce multilinguisme une richesse qui permette de sortir des langues dominantes et qui serait une ouverture pour que plus de gens connaissent ces cultures. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. C'est à tout le monde, mais je vais répondre parce que je voulais juste préciser que je ne considère pas l'autotraduction comme un échec. Mais souvent, c'est ce que les auteurs, moi je parle d'auteurs autotraducteurs, disent, c'est ils sont un peu poussés à modifier les textes. Et bon, Beckett était... J'ai beaucoup travaillé sur l'autotraduction chez Beckett, et Beckett... moi j'ai vu ses manuscrits, il essayait de rester tout près de son texte quand il se traduisait, mais après il commençait à modifier sur les manuscrits. Parce que c'était comme... c'est un peu tout ce qu'on écrit,
c'est toujours un work in progress pour moi. Donc, moi, je fais des recherches, je continue à développer, donc je change, je transforme. Donc, quand on reprend un texte qu'on a écrit, on a envie un peu de le modifier. Ça, c'est pour la littérature. En tant que chercheuse, moi, j'essaye de faire l'autotraduction parce que j'écris en 3 langues, mais c'est pénible. C'est ça, un peu. C'est un travail très, très pénible. Mais c'est vrai que c'est une solution. Mais tout le monde... Les problèmes de l'anglais restent. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde doit parler l'anglais? Non, pas forcément. Je sais. Mais là, c'était une question pour les autres. Surtout, non, je pense. Par rapport à l'autotraduction, vous faites de l'autotraduction? On est obligé de le faire. Nous, on enseigne le droit, par exemple, je prends mon cas en arabe, mais on réfléchit en français, nos sources sont en français, donc on fait l'autotraduction. Donc, oui, on part du français pour le dire en arabe. On est dans le bilinguisme juridique, vous le savez très bien. On n'y échappe pas. Vous voyez un peu, la construction institutionnelle même participe de cela. Vous avez des projets ou des avant-projets de loi qui sont réfléchis par un exécutif en langue française, qui passe devant le législatif qui est beaucoup plus arabisé, et qui après sont traduits du français vers l'arabe. Vous voyez un peu on est dans l'autotraduction officielle, pratiquement, dans notre pays. Ouais. Oui, souvent. Mais parfois, par rapport à la littérature, peut-être aussi, l'auteur qui s'est traduit n'est pas le meilleur traducteur. Hein. Donc il y a aussi cette question. Donc bonjour à tous, madame, monsieur. Pour revenir au pays de l'Irlande, s'il vous plaît. Oui. On a dit que l'Irlande a pris une langue, si on peut dire, l'anglais c'est une langue d'un autre pays, d'un pays étranger. Donc on remarque, on voit que les Algériens parlent arabe, parlent kabyle, parlent français aussi. Mais laissons ça de côté. Si on prend les Danois qui parlent danois, je dirais les Italiens qui parlent italien, les Espagnols qui se rattachent aussi à leur langue, mais l'Irlande s'est détachée de sa langue propre, se laissant, je dirais, soumettre à la langue anglaise. Donc la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui a laissé ce peuple se détacher de sa langue propre? Contrairement à nous, les Algériens, on a pu accueillir de nouvelles langues sans pour autant se détacher de nos langues propres. Donc, qu'est-ce qui a laissé ce pays, justement, arriver à ce point où ils ont abandonné quelque part leur langue, si je peux me permettre de dire ça. Mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? C'est la question qui... Je ne sais si vous pouvez me répondre, mais... merci beaucoup. Les Italiens, les Espagnols, ils n'ont pas abandonné leur langue. Ce sont des pays qui ont une langue, mais qui se conforment à un usage et aussi à un accès à la culture qui est plus vaste. Donc, en adoptant aussi l'anglais, mais sans oublier la langue. Le cas de l'Irlande, c'est un cas différent. Parce que l'Irlande a une histoire dramatique de grande pauvreté où les dominateurs, disons, les colonisateurs, c'était seulement en parlant la langue du colonisateur qu'on pouvait accéder à un plus haut niveau économique et social. Après, il y a aussi les cas d'Italiens ou d'autres hispanophones, lusophones, etc., qui oublient leur langue. Mais c'est souvent dans l'exil, dans l'expatriation, disons. Moi, j'ai connu beaucoup d'Italiens qui sont partis pour des raisons économiques, et c'est souvent cette question économique qui est à la base de ça. Donc, pour des raisons économiques, ils sont partis en France, aux États-Unis. Et ils n'ont pas appris à leurs enfants leur langue maternelle. Ils parlaient une langue très mauvaise, un très mauvais anglais ou un très mauvais français, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants soient discriminés.
Donc il y a une question il y a un sentiment d'infériorité qui se joue là, qui probablement ne se joue pas ici, parce que Et jusqu'il y a une trentaine d'années, on disait aussi aux parents bilingues de ne pas parler leur langue aux enfants, ce qui provoque en plus, bon j'avais lu, je ne me souviens plus qui est l'auteur de ces livres, mais qui provoque des véritables problèmes psychologiques et aussi des langues aux enfants qui ont eu des parents qui leur parlaient une langue qui n'était pas la leur, pour laquelle ils n'étaient pas affectivement impliqués, et que ces enfants, ils n'arrivaient pas à exprimer les sentiments, parce que les parents ne pouvaient pas exprimer les sentiments dans cette langue. Donc c'est un abandon qui a d'une violence extrême et qui est dû à des préjugés qui nous viennent justement du fait que notre culture, la culture de celui qui abandonne sa langue, est considérée comme mineure. Les Irlandais, on disait que leur langue était une langue... il y avait des termes très méprisants par rapport à la langue irlandaise, qu'ils n'avaient pas la même intelligence, que c'était considéré comme inférieur le fait de parler irlandais. Donc il fallait avoir une grande force, comment dire, spirituelle, une grande conviction dans sa propre culture et dans sa propre langue pour ne pas l'abandonner. Et souvent quand on est discriminé, cette force, on ne l'a pas. C'est un peu... Donc bonjour, je voulais juste parler d'un point qui m'a interpellée il y a quelques minutes. Donc le monsieur a dit qu'on se retrouve avec ce sentiment de fait accompli quand on parle de la langue anglaise. Et donc je voulais répondre par rapport au fait qu'il ne faut pas oublier le côté socio-économique de la langue anglaise, du fait que la langue anglaise est la langue des États-Unis, et donc puisqu'ils sont le pouvoir économique du monde maintenant, le plus grand, donc c'est ce qui fait que c'est la langue la plus répandue. Maintenant, si demain la Chine ou bien la Russie devenait le plus grand pouvoir économique du monde, on se retrouverait à parler le chinois ou le russe. Par exemple, il y a la Grande-Bretagne qui a pris l'initiative d'enseigner le chinois au primaire et au collège, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, le pouvoir économique se changera et deviendra la Chine. Maintenant, ce qui est ironique dans le fait qu'on dit qu'on se retrouve le fait accompli, c'est que par exemple, nous, en tant qu'étudiants anglais, de langue anglaise, on se retrouve à ne pas avoir ni de livres littéraires, ni de livres en littérature pour la critique, écrits spécifiquement en anglais, qui sont à la portée. Du genre, si je vais dans une librairie, je ne trouverai presque pas de livres en anglais. Et maintenant, par rapport au point que vous avez dit il y a une dizaine de minutes, vous avez dit que la science, maintenant l'anglais est devenu la langue de la science, et que si on veut que notre recherche soit reconnue mondialement, on est obligé de traduire en anglais. C'est vrai, mais du sens que maintenant en Algérie, on retrouve le point de la dévalorisation de la langue anglaise aussi. Parce que maintenant, nous, on se retrouve à avoir que le choix de la didactique de l'anglais. On nous dit il n'y a que l'enseignement, mais on oublie le côté littéraire et on oublie le côté scientifique. Déjà maintenant, il n'y a même pas 5 ans par exemple, où on a commencé à se dire il faut enseigner l'anglais dans des entreprises, pour pouvoir justement atteindre une certaine internationalité. Donc je voulais savoir, parce que j'ai entendu dire des choses comme le fait que l'anglais devient international est presque problématique. Donc je voulais juste savoir qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement changer ce genre de mentalité, et si c'est possible, l'acceptation des langues soit plus générale et qu'on oublie le côté un peu politique des choses. C'est une bonne question, mais je n'ai pas de réponse, parce que la langue est vraiment liée à la politique et aussi à socio-économique. C'est un phénomène, on ne peut pas faire abstraction de ça. Et
Après, c'est vrai aussi que là, il y a des anglophones. Il y a aussi, comme vous dites, une dévalorisation de l'anglais à force d'avoir ces locuteurs qui maîtrisent un anglais plus basique, qui n'ont pas cette... La langue anglaise est une langue d'une richesse extrême. Moi, c'est pourquoi je suis amoureuse de la langue anglaise. Je trouve que la littérature anglaise est magnifique. Il y a des écrivains qui ont fait de cette langue de grands ouvrages. Et aujourd'hui, en effet, on dit ben, l'anglais c'est simple, c'est pourquoi c'est devenu une langue internationale, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est une question politique, mais cet anglais qu'on a pris, que nous avons pris, c'est un anglais très simplifié et très basique. Hein. Oui. Et je me demande justement, par rapport aux récepteurs des langues maternelles, disons comme ça, qu'est-ce que ça fait de voir sa propre langue un peu maltraitée? Oui. Mais par rapport à votre question, je n'ai vraiment pas de réponse. Je pense qu'il faut militer, il faut déjà avoir la conscience de ça. Ne pas accepter ça comme un fait accompli, c'est déjà quelque chose. Après, comment faire? Je ne sais pas. Oui, là, qui nous interpelle, nous les juristes par exemple, on dit en général, Hegel disait, le droit c'est d'abord un langage. C'est une expression de Hegel. Donc le droit c'est un ensemble, un système de pensée, une langue, avant d'être du droit, avant d'être une relation. On peut dire la même chose pour ce qui est du commerce international, du droit international, des relations internationales. Le contrat c'est d'abord un langage. De mon point de vue, le contrat, le commerce international, c'est d'abord le langage du dollar. Le dollar, c'est 60% des transactions internationales. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, votre sphère d'échange, de relations sera limitée. Par exemple, prenons la francophonie. Si on fait des contrats en français, on a accès à 20% des affaires, du monde des affaires. Si vous faites des contrats en arabe, vous avez accès à 5% du monde des affaires. Il n'y a pas de contrat en arabe international. Si vous faites des contrats en anglais, vous avez accès à 80% du monde des affaires. Je m'excuse. Donc, puisqu'on parle de diversification comme stratégie économique, la diversification est un outil de souveraineté. La diversification assure le pluralisme linguistique, culturel dont qu'on veut instaurer chez nous. Et cette diversification passe justement par, comme dit madame, l'hospitalité nécessaire à accorder à la langue anglaise. Donc on est obligé de passer par l'anglais pour un pays comme l'Algérie pour s'éloigner de la domination du français, qui est une langue de plus en plus pauvre. Malheureusement, elle ne t'apporte rien, le français ne nous apporte rien. Et pourtant on le pratique, hein. C'est un francophone qui dit ça. J'aurais aimé être un anglophone parfait, par exemple, qui en plus de tamazir, de l'arabe, et maîtrise l'anglais mieux que le français. Parce qu'il ne m'apprend rien, le français, il ne m'apporte rien. Ni en termes d'affaires, ni en termes d'objectifs stratégiques, géopolitiques, etc. Voilà un peu le... Ceci dit, effectivement, une autre question, un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, comme dit madame, la langue est adossée à une culture. Et nous, qu'on le veuille ou pas, tamazir, arabe, tout ça compris, nous appartenons à ce qu'on appelle la sphère romano-germanique. Oui. En dehors du code de la famille, qui appartient à la filière arabo-islamique, tout le reste, c'est du droit romain dans notre pays. Le code civil, le code pénal, les codes de procédure, le mode d'organisation, les institutions, notre système de politique et tout relève de la culture romano-germanique qui, malheureusement, est de plus en plus réduite par rapport à la culture anglo-saxonne. Hein? On le voit à travers le retrait de la Grande-Bretagne, de l'Europe, c'est la consolidation de l'espace anglo-saxon par rapport à l'espace romano-germanique auquel nous appartenons historiquement. Voilà un peu. Je voulais faire une dernière je ne sais pas. La langue, c'est quelque chose de très ambigu, parce que
nous avons ces sentiments d'appartenance à la langue, nous parlons de notre langue maternelle, et en même temps, c'est un discours politique. Donc, il faut trouver je trouve qu'en littérature, Beckett a très bien montré ça. Il dit, ma langue c'est quoi ma langue? Et en même temps, il a sa propre langue, son propre idiome, mais en même temps, c'est l'idiome de tout le monde. Mais ce n'est pas... Et il y a une contradiction aussi dans notre débat, c'est-à-dire on a une considération politique de la dimension linguistique, mais cette langue, c'est ce qu'il y a de plus intime en nous. Moi, ça fait 20 ans que je vis en France, j'ai un accent italien à couper. il y a quelque chose qui reste et qui est presque physique. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est aussi une question importante, c'est-à-dire ne pas réduire la langue seulement à un phénomène d'échange économique, sociopolitique, etc., socio-économique, politique. Bon, c'était une remarque. Je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. On ajoute encore une question. D'accord, ah, vous le savez, d'accord. J'ai compris, s'il vous plaît, j'ai compris de votre communication, c'est le cas de l'Irlande, que la traduction a participé à la mort d'une culture et à la momification d'une certaine identité et sa transformation en une autre. Chez nous, cela fait plus d'un demi-siècle qu'un mouvement militant, je dis bien militant, avec toutes ses dimensions sociales, politiques, culturelles et autres, se bat pour la sauvegarde de la langue tamazight comme vecteur de transmission de l'identité avec toutes ses dimensions, telles qu'elles sont définies par l'UNESCO. Que peut la traduction contre la volonté affirmée d'un État avec toutes ses institutions pour effacer une identité multimillénaire avec toutes ses acceptions? Si vous voulez que j'explique un peu plus, c'est qu'en Algérie, nous avons une politique linguistique d'arabisation qui substitue une langue qui n'est pas la langue populaire, ni la langue parlée, ni la langue vernaculaire, ni celle véhiculaire, qui est l'arabe littéraire, qui s'est imposé dans l'école et qui a stérilisé une centaine de parlers locaux et des langues vernaculaires, et qui a complètement réduit la diversité qui fait notre identité et la richesse. Ce n'est qu'il y a une dizaine d'années qu'il y a vraiment prise de conscience au niveau politique que cette diversité est salvatrice, dans un monde où justement règne le mépris et la colonisation, entre guillemets, par la langue anglaise. Merci. Ouais, c'est compliqué. Dans les cas irlandais, ce n'est pas que la traduction marque la mort de cette langue, c'est qu'il y a une tentative de faire renaître cette langue qui a déjà échoué avant. Donc, la traduction est un moyen de récupérer ce qui est possible de récupérer. C'est un peu comme les Sumers, quand on ne connaît plus, quand on n'a plus la culture et les moyens suffisants pour récupérer ça. Et aussi le fait que au début du 18e siècle, les enfants étaient obligés de parler l'anglais et les parents acceptaient un peu l'état des choses. Donc la langue elle n'avait pas disparu, mais c'était devenu une langue humble. Je ne sais pas si c'est seulement une question de traduction, c'est aussi... Bon, la traduction, c'est écriture, c'est un phénomène culturel aussi. Donc, garder
là, j'improvise parce que je n'ai pas assez creusé la question, qui est une question très importante. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, mais vous vous dites comment la traduction peut aider à préserver cette multiplicité culturelle, diversité. C'est-à-dire, ça, c'est un mouvement volontaire, celui de la traduction Mais je ne comprends pas si vous pensez dans l'essence, d'accord, on a l'arabe classique, mais on veut garder cette diversité, et donc on traduit de quelle langue à quelle langue, comment vous les voyez, si vous les voyez. C'est ça que je n'ai pas très bien saisi. On écrit en arabe, mais en même temps on traduit en berbère, c'est ça que... Ça va. Je voulais dire, est-ce que, en termes plus prosaïques, tout simple, est-ce que l'universalité, illustrée maintenant par la domination de l'anglais, oui, peut-elle venir au secours de ces cultures qui disparaissent, de ces cultures qui sont parfois volontairement sacrifiées par des États qui se disent des États-nations, qui voudraient s'affirmer justement dans ce monde avec une langue, avec quelque chose d'uni? C'est que l'unicité, parfois, tue la diversité, et finalement le monde s'accommode, cette langue anglaise-là qui domine, elle s'accommode parfaitement de ce que nous vivons comme des injustices. Dire que c'est bien, c'est pas mal, tant que le commerce fonctionne, tant que l'économie fonctionne, on sacrifie des peuples, on sacrifie des cultures. Et je reprends les chiffres de l'UNESCO, en 2002, il y avait 6700 langues qui étaient pratiquées avec des locuteurs. Maintenant, il n'y en a plus que 4000. Et cette agression, si vous voulez, accompagnée par une certaine logique, entre guillemets, où l'économie, où l'argent, où le dollar est roi, et que les peuples ne signifient plus rien, et que les diversités culturelles ne... Et ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il y a des États qui ne sont pas les États-Unis, le nôtre, par exemple, le Maroc, les autres, des centaines d'États, qui s'accommodent et qui accompagnent cette sorte d'évacuation de la diversité culturelle mondiale. C'est pas une question, oui. Non, c'est pas une question, mais c'est vrai, c'est un sujet. C'est-à-dire, il faut militer pour que cette langue continue, il faut militer pour la diversité, mais en même temps, il y a un phénomène, c'est comme... J'ai presque l'impression que c'est comme un phénomène, c'est vrai, c'est une acceptation, mais lutter contre l'affirmation de cette langue, c'est un peu lutter contre un phénomène, presque comme lutter contre un phénomène naturel. C'est comment on va faire si l'Italie, l'Algérie, on affirme notre culture seulement à travers notre culture. Qui va s'intéresser à nous? Ceux qui parlent l'italien, l'arabe, bon, et donc ça devient problématique si on veut, ou bien on reconstruit, pourquoi pas, des petites communautés. J'ai entendu M. Bellimer qui disait que grâce à la traduction, notamment dans le volet juridique, la communauté internationale, l'ONU, tout d'un coup s'est intéressée. Ma question au départ, c'était ça. Est-ce que ce qui est valable pour le monde juridique et tout ce qui est loi et tout ce qui est cadre et tout ça, ne serait-il pas valable pour la sauvegarde des cultures multimillénaires qui sont menacées de mort, de momification, de disparition? Oui, vous évoquez une autre question. Moi, je pense que, puisqu'on parle plus précisément de Tamazight, d'accord, moi, je pense que la question relève de deux ordres indissociables. L'ordre identitaire et l'ordre de la souveraineté.
lors du débat sur l'amendement à la Constitution qui a intégré Tamazight comme langue nationale, d'accord, j'avais donné un point de vue qui avait un peu suscité beaucoup de réactions dans certains milieux. J'ai dit à la commission Ben Salah, je considère que l'officialisation de Tamazight, comment je lui ai dit, est un rempart contre le wahhabisme et l'extrémisme. Voyez, donc ça a une fonction défensive. Ça protège la nation, ça protège l'unité nationale, contrairement à ce que vous croyez. Vous voyez un peu effectivement, il a raison. Maintenant, moi, je parle de la relation à l'anglais par rapport à l'accès aux sciences. C'est différent. Pas par rapport à la pratique linguistique. Par rapport à l'accès aux sciences, l'anglais est indispensable de nos jours. Du moins indispensable, pour être plus précis, pour gagner du temps. Il est vrai qu'en langue française, comme je vous ai dit, le délai moyen de traduction d'une référence fondamentale, fondamentale, un prix Nobel, une thèse importante, tout ça, c'est 6 mois. Mais le reste, effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps, puisqu'il y a un problème d'offre et de demande et de marché. Donc, il y a un problème de délai d'accès à la connaissance scientifique qu'il faut raccourcir nécessairement pour ne pas être à la traîne. Et ça passe par un levier linguistique qui est l'anglais. Ça n'exclut pas le fait que Tamazight reste une question identitaire de souveraineté fondamentale, etc. D'accord? Voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense qu'on a terminé aujourd'hui. Demain, on a une invitée qui nous vient des États-Unis pour nous parler du théâtre maghrébin. Donc, on va l'écouter avec grand intérêt demain. Donc, on se donne rendez-vous à demain et bon appétit. Au revoir.